Satisfaction dans les milieux politiques français et africains après l'accord qui prévoit le départ simultané des soldats français et libyens stationnés au Tchad. Le dollar en folie, il cotait plus de 9 francs 51 cet après-midi à Paris et ce n'est pas fini semble-t-il pour le billet vert qui a pris quelques 30 centimes depuis vendredi. Le journaliste qui venait du froid y est retourné, Oleg Bitov, qui s'était réfugié en Grande-Bretagne, accuse les services occidentaux de l'avoir enlevé. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons développer ces titres dans un instant, mais c'est un exploit peu ordinaire qui fait la une de ce journal. Un exploit réalisé par un Américain de 56 ans qui a traversé l'Atlantique à bord d'un gigantesque ballon à gaz. Joe Kittinger, qui est un ancien pilote de l'armée américaine, a donc passé 4 jours et 4 nuits à 5000 mètres d'altitude avant de se poser en début d'après-midi près de la ville de Savone, au nord de l'Italie. Ce ballon gonflé au gaz, haut comme un immeuble de 9 étages, vient de traverser l'Atlantique. À son bord, dans cette nacelle, un homme seul, Joe Kittinger. Parti vendredi de Carigou dans le Massachusetts, Kittinger, après avoir traversé l'Atlantique et le sud de la France, se pose en catastrophe en Italie, dans la forêt proche de Savone. Les mauvaises conditions climatiques l'obligent à atterrir. Un atterrissage tumultueux, le pilote est même éjecté de sa nacelle. Kittinger se brise la jambe, épuisé, il est conduit immédiatement dans un hôpital niçois. Mais son pari est gagné. Je crois en mon pays et je crois en la paix. C'est un grand vol pour un grand combat. Pourquoi volez-vous? Pour votre pays, pour la science ou pour vous? C'est un rêve d'enfant, c'est tout. Joe Kittinger réussit en tout cas la première traversée de l'Atlantique en solitaire, 4 jours et 4 nuits passés à 5000 mètres d'altitude. 6 avant lui avaient tenté l'aventure sans succès, 2 d'entre eux avaient même trouvé la mort. Kittinger, 56 ans, à l'étoffe des héros, ancien pilote militaire, il détient d'autres records. Son surnom, l'homme d'acier. Ce soir, l'homme d'acier a le pied dans le plâtre. Le second titre de ce journal, ce sont les conséquences de l'accord conclu hier entre Paris et Tripoli, un accord qui prévoit le départ simultané des soldats français et des soldats libyens. Un retrait qui débutera mardi prochain et devrait être terminé à la mi-novembre. Nous reviendrons dans un instant sur les réactions suscitées par cet accord, des réactions dans l'ensemble très positives. Nous allons nous intéresser d'abord aux modalités de désengagement des troupes françaises, car ce n'est pas une mince affaire puisqu'il y a plus de 3000 hommes au Tchad et beaucoup de matériel. Une chose est sûre en tout cas, soldats libyens et français n'auront pas les mêmes problèmes. Patrick Lecoq. Du côté libyen, on pense que 3500 à 4000 hommes sont concernés. Il leur suffira de faire retraite par la route, ou plutôt par la piste, vers la bande d'Aouzou, à 400 km au nord de leur position supposée actuelle. La bande d'Aouzou, objet de litige et de contestation entre le Tchad et la Libye depuis l'époque de la colonisation avant-guerre, n'est en effet pas concernée par l'accord conclu entre Paris et Tripoli. Les troupes françaises vont en revanche avoir un très long parcours à accomplir. 600 km par avion de Biltine à N'Djamena par exemple, 750 de la ligne rouge à la capitale tchadienne. Et arrivé à N'Djamena, un nouveau pont aérien devra être mis en place. Pont aérien vers la France pour le gros du matériel, il faudra peut-être réquisitionner à nouveau des avions Boeing 747 gros porteurs d'Air France ou des DC-10 de la compagnie UTA. Avantage en revanche, la piste de N'Djamena peut désormais accueillir ce genre d'avion, ce qui n'était pas le cas au début de l'opération Manta. Et puis des troupes seront transportées vers Bouar, en Centrafrique. Pour cette opération, les Transals seront suffisants. Aujourd'hui, 3200 soldats français participent aux opérations au Tchad. 2 régiments à effectif complet, le 8e RPIMA et le 2e RIMA. Et puis 350 hommes de l'armée de l'air, équipés de Mirage F1 et de Jaguar. Et puis aussi une cinquantaine d'hommes de l'aéronautique navale qui utilisent les brigades atlantiques de reconnaissance et d'écoute. Et puis enfin, des artilleurs et tout un personnel de logistique. Mais rien ne dit que tous ces hommes rentreront directement en France. La majorité, certes, reviendra dans notre pays, mais certains pourraient aller en Centrafrique et attendre. D'autres pourraient, en vertu des accords militaires franco-tchadiens, demeurer à N'Djamena, afin d'assurer la formation de l'armée tchadienne. Une chose est sûre, un repli est toujours plus délicat qu'un engagement. L'opération Manta ne se démontera pas d'un coup de baguette magique. Les premiers soldats français se replieront le 25 septembre,
Certains seront peut-être encore au Tchad à la fin du mois de novembre. Le chef d'état-major de l'armée française, le général Lacaze, est actuellement au Tchad, très précisément à Abéché, où il supervise les premières opérations, ou du moins les premiers plans de retrait des soldats français. Et puis vous savez que Charles Hernu était hier au Tchad, c'est d'ailleurs lui qui a informé le président Hissène Habré de l'accord conclu entre Paris et Tripoli. Charles Hernu qui nous a expliqué tout à l'heure l'esprit dans lequel la France effectue son désengagement au Tchad, avec une précision sur les fameux observateurs africains qui seront choisis d'un commun accord entre la France et la Libye pour suivre le déroulement des opérations. Nous écoutons M. Hernu. On parle d'observateurs. Je crois que quelquefois on se trompe à ce sujet. Il ne s'agit pas d'observateurs comme au Liban dans le sens force d'interposition. Ce sont des observateurs qui se replieront avec les unités françaises et de l'autre côté libyennes. Donc les garanties sont bonnes. Vous venez de rencontrer M. Hissène Habré. Comment les Tchadiens ont-ils réagi à l'annonce du retrait des forces françaises qu'ils disent avoir appris par la presse? J'étais dans le bureau du président Hissène Habré à N'Djamena, j'arrivais d'Amman, 3/4 d'heure, 1 heure avant le communiqué annonçant la double décision. Donc c'est bien normal, je l'ai appris moi-même au président Hissène Habré, et c'est la déférence et la référence qui est due à un chef d'État souverain. Mais connaissant, je parle du président Hissène Habré, la compétence de nos soldats, la compréhension de la situation qu'ils ont, et connaissant la cohérence de notre dispositif, j'ajoute, plus important, sachant que l'arrivée des forces libyennes a marqué au Tchad une parenthèse. Quand cette parenthèse sera terminée, alors nous reviendrons à une situation normale. La situation normale, c'est l'existence d'un accord de coopération qui date de 1976, et c'est le maintien d'une assistance technique militaire française. La France a-t-elle les moyens, avec un budget de la défense marqué par l'austérité, de faire d'autres missions de coopération militaire dans des pays étrangers? Je dirais que le budget de la défense est marqué par la rigueur qui est demandée à tous les départements, plus que par l'austérité. Je vous rappellerai que l'année passée, j'ai obtenu un collectif, disons une rallonge d'1,5 milliard pour les opérations extérieures, que cette année, je verrai s'il y a nécessité de demander un collectif, mais je peux vous assurer, c'est la première fois que cette question m'est posée, j'en parlerai au Parlement le 9 octobre, que tous les programmes majeurs inscrits dans la loi de programmation 84-88 seront respectés. Des réactions politiques très positives en France, qu'elles émanent de la majorité ou de l'opposition. Il faut d'ailleurs se souvenir qu'il n'y a jamais eu de véritable désaccord entre les différents partis politiques français depuis l'envoi des soldats français au Tchad en août 1983. Pour ce qui concerne les intéressés, c'est-à-dire les Tchadiens eux-mêmes, les réactions sont un peu différentes selon qu'il s'agit de Goukouni Weddey ou du président Hissène Habré. Goukouni Weddey, qui est soutenu par les Libyens, s'est immédiatement félicité de l'accord. Il est vrai qu'il était très affaibli par les récentes divisions apparues chez ses partisans. Du côté du président Hissène Habré et du gouvernement légal, le ton est plutôt à la prudence, pour ne pas dire à la méfiance. La radio tchadienne s'est ainsi montrée très sceptique sur la réalité du retrait libyen, ou en tout cas sur les garanties à long terme de ce retrait. Quant aux autres pays africains qui ont toujours vu d'un très mauvais œil les visées expansionnistes du colonel Kadhafi, ces pays africains ont accueilli l'accord avec une satisfaction non dissimulée. À commencer par l'Organisation de l'Unité africaine qui pense que cet accord devrait ouvrir la voie à un règlement pacifique durable. Un jugement qui est d'ailleurs partagé par l'ancien président du Sénégal, M. Senghor, qui apparaît aujourd'hui comme l'un des sages les plus écoutés dans les pays africains modérés. Il y a l'accord dont vous parlez, qui est un accord équilibré. La plupart des pays africains et surtout l'Organisation de l'Unité africaine comme telle poursuivaient le même but, et c'est la raison pour laquelle la majorité des États africains, sinon la totalité des États africains, ont soutenu la politique de la France en général, la politique du président Mitterrand en la matière. Vous pensez que l'accord a un avenir, qu'il va être respecté et que le Tchad va pouvoir revenir à une situation plus normale? Vous savez, en politique, il n'y a jamais rien de sûr. Et c'est un domaine où on ne peut pas faire de prophétie. Il faut un effort méthodique et soutenu.
Et je compte que la France fera cet effort. C'est un grand succès pour le président Mitterrand, mais aussi pour le colonel Kadhafi. Le dollar, encore le dollar qui ne cesse de monter, alors on ne sait plus que dire, et c'est un peu rapide de prétendre qu'il a encore crevé son plafond ou qu'il a pulvérisé ses précédents records. Ce qui est sûr, c'est que le billet vert cotait aujourd'hui plus de 9,51 francs à Paris, une augmentation de près de 12 centimes par rapport à hier, et apparemment, Philippe Sassier, ça n'est pas fini. Force est d'avouer que la plupart des experts et commentateurs se sont trompés. Il y a 6 mois, on affirmait le dollar fragile, assurant qu'il baisserait après les élections américaines. Aujourd'hui, ces mêmes experts sont beaucoup plus prudents et prédisent que le dollar pourrait rester très cher pendant encore très longtemps. Quant aux Madame Soleil, qui pariaient il y a 15 jours que le dollar n'atteindrait jamais 10 francs, alors qu'il venait passer le cap des 9 francs, elles sont stupéfaites et plus modestes. Le marché des changes connaît actuellement un véritable emballement et plus personne ne contrôle la machine. Les Européens semblent avoir abandonné l'idée d'intervention massive qu'ils réclamaient il n'y a pas si longtemps et qui se sont révélées inutiles. Pour le moment, tout profite au dollar, à commencer par le renouveau technologique et industriel américain. Les Européens font leur compte. Avec un dollar fort, ils vendent plus facilement leur blé sur le marché mondial, leurs machines et leurs avions aux États-Unis. Depuis le début de l'année, Allemands et Français ont fortement accru leurs ventes sur le marché américain. Les pays sud-américains, couverts de dettes, tirent la langue et se font tirer l'oreille pour rembourser ces dettes, mais écoulent aussi plus facilement leurs produits. Un jour ou l'autre, nous aurons des surprises. Nous assemblons les mécanismes d'une bombe qui s'appelle crise monétaire. Et à ceux qui affectent de se satisfaire de cette envolée du dollar, on peut rappeler qu'au beau milieu de la crise des années 30, nos parents fredonnaient « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Creusot-Loire, un nouveau plan de reprise semble se dessiner autour d'Usinor et de Framatome, dont les représentants seront dans les jours prochains au Creusot. Aujourd'hui, 2000 manifestants ont bloqué l'autoroute A6 et la voie ferrée Paris-Lyon. Martine Gilson. C'est à l'appel de la CGT, de la CFDT et de la CGC que les manifestants ont occupé 5 heures durant l'autoroute du Sud à Chalon-sur-Saône. L'objectif, toujours le même, faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils trouvent une solution à l'impasse Creusot-Loire depuis le retrait de Fives-Live le 7 septembre dernier. Dans le même temps, tout près de là à Chagny, sur la ligne Paris-Lyon, le trafic était interrompu par quelques centaines de manifestants. Ce soir, les syndicats étaient encore réunis après l'annonce de la nomination prochaine d'experts d'Usinor et de Framatome. Ceux-ci doivent consulter au Creusot toutes les parties prenantes avant de rendre leur verdict le 28 septembre. De brefs incidents ce matin à l'usine Citroën de Nanterre. Au cours de la nuit, des militants de la CGT avaient dessoudé puis enlevé les fameuses cages dressées devant les portes de l'usine pour permettre le contrôle de l'entrée des ouvriers. La police n'est pas intervenue. Il y a eu quelques légers incidents entre les militants de la CGT et les ouvriers qui voulaient pénétrer dans l'usine à l'ouverture des portes. Toutefois, il n'y a pas eu d'appel à la grève et pour la direction, l'usine a tourné normalement tout au long de la journée. Bernard Tapie, superstar, après Terraillon, Look et bien d'autres, ce jeune industriel qui s'est fait pour spécialité de racheter les sociétés en difficulté, Bernard Tapie vient de s'offrir les piles Wonder. Il a acheté 40% des actions de ces fameuses piles qui ne s'usent que si l'on s'en sert. Il lui reste maintenant à convaincre les autres actionnaires qui n'ont pas l'air d'être prêts à céder leur part. Comme à chaque fois lorsque Bernard Tapie apparaît à l'horizon d'une entreprise, on se demande pourquoi il l'achète. Dans le cas de Wonder, par exemple, le dépôt de bilan paraît inévitable. Et l'on s'interroge à nouveau sur ce qu'il convient d'appeler maintenant l'Empire Tapie, ce qui lui fait certainement tout à fait plaisir. Le dossier présenté par Geneviève Moore. Grosse affaire pour fin septembre, de quoi s'agit-il? D'une affaire qui sera connue fin septembre. Nous ne sommes pas tout à fait fin septembre, mais nous savons aujourd'hui. Ce n'était pas une, mais deux affaires dans lesquelles Bernard Tapie allait prendre des participations. Kickers, début septembre, et aujourd'hui Wonder, qui mène plus loin encore l'Empire Tapie. Car il s'agit bien d'un empire qui pèse, selon son PDG, 1 milliard de francs, comprend 42 sociétés, 10 700 employés. En décembre 83, il était classé 108e entreprise française par l'expansion, un exploit pour un homme parti de rien. C'est en 1977 que commence l'aventure. Bernard Tapie rachète, pour un franc symbolique, 3 entreprises de papier en faillite, dont les papeteries du Verger. 18 mois plus tard, il les revend pour 22 millions de francs. Alors peut commencer la seconde génération des entreprises Tapie. Il va financer tous azimuts, les vêtements Micmac, La Vie Claire, Look,
Terraillon, l'épaisse personne, Toshiba France, etc. En 83, toutes ces entreprises lui ont rapporté, après impôt, 115 millions de francs. Alors, il peut créer des sociétés et prendre des participations dans d'autres sociétés. Dans la grande maison Gray, par exemple, puis chez Kickers et chez Vendeur. Il dit n'avoir supprimé dans toute cette aventure que 1100 emplois et en avoir créé 500. Dans l'Empire, de plus, il n'y a pas de problèmes syndicaux. Enfin, il aime le sport, mais même le sport pour lui est le tremplin d'une affaire. Après Bernard Hinault, l'écurie tapis comprend Red Lemon, le Danois Kim Anderson, le Canadien Steve Bauer. Ils lui serviront. Mais l'Empire Tapis n'est pas un colosse au pied d'argile. Pour l'instant, l'Empire Tapis est un colosse au pied d'argile parce que c'est un peu un numéro de funambule. Tapis est condamné à la fuite en avant et à reprendre toujours plus d'affaires, chaque affaire nouvelle finançant la précédente. On ne peut pas continuer indéfiniment, à un moment il faudra qu'il s'arrête et qu'il gère. Et là on verra si c'est un vrai patron. Parce que jusqu'à maintenant, il n'a jamais géré. Je ne pense pas qu'il ait vraiment géré, mais il est en train d'inventer quelque chose de neuf dans la société française, je dirais une nouvelle génération de patrons peut-être. Une nouvelle génération de patrons pour qui l'aventure industrielle est aussi un véritable sport. Akagazi, le syndicaliste de la CGT qui s'est illustré lors des récents événements de l'usine Citroën d'Aulnay-sous-Bois, Akagazi entre au Parlement marocain. Il a remporté les élections dans la zone nord de la France, des élections auxquelles étaient appelés à voter les Marocains qui vivent dans notre pays. L'emprunt d'État annoncé hier par Pierre Bérégovoy a été lancé ce matin. Il porte sur 15 milliards de francs. La première tranche d'un montant de 4 milliards au minimum est au taux fixe de 12,20%. La seconde tranche rapportera 11,60% avec option d'échange au bout de 2 ans. 5 explosions à Paris la nuit dernière. Elles n'ont pas été revendiquées. Elles visaient l'évêché de Paris et des établissements publics. Les 12 coups de minuit viennent à peine de sonner. Et dans ce coin paisible de Montmartre, tout est calme comme à l'habitude, quand brusquement, une violente explosion retentit dans la cité du Sacré-Cœur. Quand j'ai regardé, il était minuit et demi à ma montre. Oui, là, c'est important, oui, on passe. Là. En fait, 6 attentats seront commis au cours de la nuit. 1 contre cet immeuble appartenant à l'évêché de Paris, 2 contre 2 agences de la Société Générale, 1 contre une annexe du ministère de la Culture, 1 contre une caisse d'épargne, la dernière contre cette voiture des télécommunications. Aucun de ces attentats n'a pour l'instant été revendiqué, aucun non plus n'a fait, heureusement, aucune victime. Le procès des fausses factures se poursuit à Marseille où il a débuté vendredi dernier. Pendant 2 jours, on a mis le décor en place et à partir d'aujourd'hui, la Cour a entamé l'étude du dossier sur le fond, ce qui permet ce soir déjà d'évaluer un peu mieux les véritables responsabilités dans cette affaire. Nous retrouvons sur place Paul Lefebvre qui suit ce procès. Voici les 6 vedettes de ce procès de Marseille et ce passage bicotidien sous les caméras est déjà une sanction, en somme le pilori moderne. Épreuve malgré tout compensée par l'occasion d'apercevoir sa femme, ses enfants et son clan, chose qui compte ici à Marseille. Parmi ces 6, 2 vont bientôt prendre la vedette. Julien Zemmour, qui risque la plus grosse peine, et Roger Salel, l'homme qui, en s'associant avec l'ancien inspecteur des impôts de Nice, a fait passer à la vitesse supérieure, pourrait-on dire, le trafic des fausses factures. Paradoxalement, mais ils en sont sans doute ravis, Nick Venturi et son fils vont sans doute bientôt quitter la une après que le tribunal ait en premier ouvert leur dossier dans quelques jours. Bien sûr, aucun de ces 6 n'a vraiment intérêt à éclairer pour le tribunal certains aspects un peu incomplets du dossier. Quelques-uns de leurs avocats, je le sais, ont tout de même réclamé les mains libres et c'est peut-être de ce côté-là que pourraient venir les surprises d'audience. De toute manière, le total des sommes inscrites dans la colonne des fraudes par le réquisitoire équivaut déjà au prix d'un petit hôpital. Qu'est-il arrivé à Oleg Bitov? Ce journaliste soviétique était, semble-t-il, passé à l'Ouest l'année dernière. Il vivait depuis à Londres et on le rencontrait dans les milieux d'opposants. Et puis soudainement, le revoilà à Moscou où il se plaint d'avoir été séquestré par les services occidentaux. Alors une question ce soir, qui a enlevé qui? Hervé Brosini et Philippe Arroir. L'histoire est digne des meilleurs films d'espionnage. D'abord il y a Moscou, grande pompe et conférence de presse ce matin même. Et puis le héros, Oleg Bitov,
Il est journaliste et raconte en détail un scénario qui commence précisément dans un festival de cinéma à Venise l'année dernière. Chargé par son journal de rendre compte de ce festival, Bittoff affirme qu'il a été enlevé dans sa chambre d'hôtel. Coup derrière la nuque, agent secret, Bittoff se retrouve à Londres. Pendant son séjour, le voilà qui fait plusieurs déclarations franchement anti-soviétiques. Trucage et manipulation, dit aujourd'hui Bittoff, qui réfute tout en bloc. Quant à son évasion, très simple. Bittoff prétend avoir gagné la confiance de ses geôliers. Il a pu ainsi prendre l'avion pour l'URSS. Il suffisait d'y penser. À Londres, on réagit très vivement à cette version des choses. Ici, à Londres, on n'a aucun doute, Oleg Bittoff était un homme libre en Grande-Bretagne. S'il a choisi de retourner à Moscou, c'est pour retrouver sa famille qui lui manquait beaucoup. Quant à ces allégations, on estime que c'est le prix exigé par les autorités de Moscou en contrepartie des articles violemment antisoviétiques écrits par Bittoff dans les journaux anglais. Monsieur Hurt Davis était un ami intime de Bittoff à Londres. Il estime que ce qui a été dit hier à Moscou n'est qu'un tissu de mensonges. Il confirme que Bittoff supportait de plus en plus mal d'être séparé de sa femme et de sa fille. Quant aux espions britanniques mis en cause par monsieur Bittoff, leurs noms peuvent très bien avoir été soufflés par le KGB. En résumé, Londres pense que l'affaire Bittoff est le dernier en date des coups de propagande de Moscou contre l'Ouest. En bref, à l'étranger et toujours en Grande-Bretagne, à retenir la fin de la grève des dockers britanniques qui avait commencé le 24 août dernier. Et puis l'échec du Conseil des ministres de la Communauté à Bruxelles. Ils n'ont pu se mettre d'accord sur l'élargissement de l'Europe et sur le budget. Une autre histoire, maintenant à l'heure où toute l'Allemagne fédérale fait la chasse à la dioxine et aux déchets nucléaires, une nouvelle affaire qui fait beaucoup de bruit dans ce pays. Cela se passe à Bielefeld, où l'on vient de s'apercevoir qu'un groupe de pavillons a été construit sur une montagne de produits toxiques. Des produits qui ont été oubliés depuis plus d'une vingtaine d'années. Pascal Guimier. Une gigantesque décharge de produits toxiques et, juste au-dessus, là, de jolis petits pavillons de banlieue. Les 1000 habitants du quartier résidentiel de Bielefeld vivaient depuis 10 ans, sans le savoir, au-dessus d'un volcan. Des quantités importantes de méthane et surtout du biphénylpolychlore, un nom peu engageant pour un produit aussi dangereux que la dioxine de Seveso. Il y a quelques jours, un bulldozer creuse des fondations pour un nouveau pavillon et c'est la découverte de déchets toxiques par hasard. Les habitants vivent maintenant dans l'angoisse, même si le maire est prêt à faire évacuer le quartier et indemniser les habitants, le cas échéant. Tout ça, ce ne sont que des promesses électorales. La vérité, c'est qu'ici, on ne peut plus vivre. Die Situation ist zudem noch brisanter geworden. Diesem Wochenende sind Gutachten eingetroffen, die sagen ganz klar aus, dass dieses Gebiet unbewohnbar ist. En tout cas, la mairie vient de décider toute une série de tests médicaux pour dépister une éventuelle contamination. Les résultats seront connus la semaine prochaine. Si le maire a réagi aussi vite, c'est pour éviter le scandale et peut-être en pensant aux élections. Et non, cela n'a rien à voir avec la campagne électorale. Notre rôle, c'est d'aider nos concitoyens et c'est tout. Les écologistes sont de plus en plus influents en Allemagne et les partis traditionnels font tout pour les concurrencer. D'une pollution à l'autre, avec le chargement aujourd'hui de 8 fûts d'uranium enrichi sur un navire japonais, cela se passait au Havre. Au total, 10 tonnes d'uranium ont été embarquées avec beaucoup de discrétion à bord d'un porte-conteneur qui doit les transporter vers des centrales nucléaires au Japon. Le chargement s'est déroulé très rapidement par crainte, semble-t-il, d'une opération des écologistes de Greenpeace. Nous sommes à la mi-septembre et voici la grippe qui pointe le bout de son virus avec l'annonce de l'automne. Alors comme chaque année, ce sera un nouveau cru, mais fort heureusement, les chercheurs s'y préparent depuis l'hiver dernier. Lucie Soboul et Jérôme Camille. Elle ne frappe pas chaque année avec la même intensité, mais elle vous met tout de même KO. 24 millions de journées de travail perdues en moyenne par an. Son virus est instable car il peut se transformer d'une année sur l'autre ou même disparaître pour réapparaître 60 ans plus tard. C'est pourquoi les chercheurs surveillent l'évolution du virus. Il y a un système de surveillance qui existe à l'échelle mondiale, qui fait que dès qu'il y a une épidémie ou dès qu'il y a des cas de grippe, les laboratoires isolent des souches, les étudient ces virus pour voir s'ils sont ceux qu'on attend ou s'ils ont légèrement changé. Quand ils ont changé, eh bien on décide, après un certain temps, on décide de les mettre dans le vaccin pour que le vaccin corresponde bien au virus. Il y a une espèce de course entre les variations du virus et ce qu'on peut faire pour le rattraper, c'est-à-dire les isoler et les mettre dans le vaccin. Dès le mois de février, donc, les experts déterminent les virus qui figureront dans le futur vaccin.
Puis, jusqu'en août, c'est le stade de la fabrication comme ici, à l'Institut Pasteur Production. On le cultive sur des œufs, puis on recueille le blanc. Centrifugation, concentration, le vaccin peut être mis en vente dès l'automne, mais il ne vous protégera qu'à 70% et pendant 1 an seulement. L'année dernière, comme vous l'avez dit, il y avait pratiquement rien. Nous avons eu un hiver, l'un des plus silencieux qu'on ait jamais connu pour la grippe. Il y a eu quelques autres virus qui se sont manifestés, mais pas de grippe l'hiver dernier. Ce qui a pour conséquence d'avoir diminué la résistance de la population, en moyenne, si vous voulez. En moyenne, si vous prenez les gens dans la rue, 2 sur 3, 3 sur 4 sont complètement sensibles au virus. C'est pour ça que nous prévoyons que l'hiver qui vient risque d'être un hiver à grippe. En réalité, tout le monde peut attraper la grippe, mais c'est après que les complications deviennent sérieuses pour les personnes à risque. Ce sont les femmes enceintes de plus de 3 mois, les personnes âgées, les gros fumeurs et les malades chroniques. À eux donc de se faire vacciner en premier. Oui, je vous rappelle que le vaccin contre la grippe est gratuit pour tous les Français de plus de 75 ans. Une rubrique mode un peu spéciale maintenant, puisqu'elle concerne seulement 60 000 Français, mais pas n'importe lesquels. Il s'agit des gardiens de la paix, au masculin et au féminin. À partir du printemps prochain, ils s'offriront un nouveau look dessiné tout spécialement par un grand couturier, en l'occurrence Pierre Balmain. Et bientôt, vous allez le voir, le képi ne sera plus qu'un souvenir bon pour les musées. Gaël Monlahuc. L'arme bien en évidence, à portée de main, le badge significatif, la casquette plate à l'américaine, le macaron étincelant, un air de ressemblance avec le CRS, pas de doute, ça en jette. La carrure est avantageuse, la ligne est fuselée, près du corps. Pour les femmes, un bibi anglo-saxon, la jupe culotte pour pouvoir courir. Les mannequins sont des volontaires, le défilé de mode a lieu dans un commissariat de quartier. Après de longues études, ce nouvel uniforme a été soumis à l'approbation des syndicats. À la base, les commentaires vont bon train. Pas plus américain. C'est vrai. La casquette, c'est pas assez serré. Il n'est pas assez cintré le blouson. Regardez le pétard, quand vous allez courir, le pétard, il va descendre. Eh bien, ma foi, c'est une tenue, pour ma part, qui serait très bien. Ça nous différencie des autres, comme les gardiens de square. Bon, la qualité du dessus, ça va impeccable. Et l'arme sur le côté, ça vous plaît aussi? Ah oui, l'arme aussi, l'arme apparente, c'est ce qu'il fallait de toute façon. Pourquoi? C'est dissuasif. Ils ne sont pas tous enthousiastes, certains grognent. Moi je dis franchement, c'est un bleu de travail, hein, c'est tout. Hein. Et comme disait le monsieur, c'est le nouveau look, mais question de travail, ça ne changera rien du tout. On nous demande du travail, mais on va voir ce qu'on nous donne en contrepartie. Des beaux uniformes. Voilà, des beaux uniformes. Qu'on va payer pendant 3 ans. Hein. C'est revenu sur notre salaire, hein, c'est pas donné. Les policiers en tenue touchent 674 francs par an de primes d'habillement, mais on leur retient dessus le prix des uniformes qu'ils paient en 3 ans. Les képis, chaussures, chemises, entretiens sont à leur charge. En cas de dégâts, ils sont remboursés. Mais foin de ces considérations matérielles, les agents, qui sont de braves gens, étaient comme des enfants, tout au plaisir de toucher, d'essayer leur nouveau costume. Plus de képi, plus de boutons. En 85, une image dynamique et sécurisante. Le policier nouveau est arrivé. Oui, mais c'est livré comme ça. La météo maintenant avec Brigitte Simonetta et sans képi. Oui, et puisqu'il y a soleil, qu'on nous fasse un paquet cadeau, nous l'avons bien mérité. Mais attention, ce sera un gros paquet pour un petit cadeau, car l'amélioration n'est que passagère et encore, elle ne concerne pas toutes les régions. Regardez la photo satellito, bien sûr, pris dans le flux classique d'ouest en est, la perturbation finira par s'en aller, mais lentement, très lentement. Et bien sûr, derrière, le ciel s'éclaircit. Résultat, sur la carte de demain, persistance d'une zone nuageuse et humide de l'Alsace à la Franche-Comté, aux Alpes et à la Corse. Du beau temps sur la Méditerranée, le Mistral se lève et partout ailleurs, développement de belles éclaircies. Il fera peut-être un temps un peu plus nuageux sur l'ouest. En fait, il y en a pour tous les goûts. En revanche, fraîcheur pour tous. Le thermomètre est en baisse de 15 à 17 degrés sur la moitié nord, de 16 à 22 degrés seulement sur la moitié sud. Demain, mercredi 19 septembre, le soleil se lèvera à 7h32, se couchera à 19h55 et contre toute logique, ce sera la Saint-Janvier, patron de Naples. Et c'est Bernard Pradino qui vous présentera le dernier journal vers 23h30, demain Noël Mamère à 12h45 et Jean-Claude Alanic à 18h30. Je vous retrouverai à 20h. Très bonne soirée en notre compagnie sur Antenne 2. Bonsoir.